Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'UFC Austin de ce week-end nous propose une énorme carte. On en avait déjà parlé lors de l'analyse Tsarukyan contre Dariush. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. On va donc analyser la main card avec l'angle des cotes de Paris. Brian, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais très bien. Et toi, comment tu vas, Chris? Matinal comme d'habitude, je vais très bien. La fatigue commence à s'installer, je vais pas mentir, mais tout va pour le mieux. Allez, on lance directement le générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour le support. Comme d'habitude, avec notre lien en description de cette vidéo, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € à l'inscription. S'il vous plaît, si vous vous lancez, faites-le avec une approche récréative. Bon, on va parler de chez nous. On a fait un très bon week-end, tout le monde. UFC 295. On a tous été dans le positif. Donc, on a un classement qui a un tout petit peu bougé. Je suis toujours en tête avec 33,22 unités. John est deuxième avec 32,2 unités. John qui avait fait un perfect sur ses 3 paris. Et Brian, tu es troisième avec 28,37 unités. Donc tout est encore ouvert. Mais il ne nous reste qu'un mois. Et on avait discuté en off, étant donné qu'on a une chaîne bienveillante, plutôt que donner un gage au dernier, on va faire un cadeau au premier. Donc, les gars, si vous avez des idées de cadeaux, on est preneur. un micro, j'entends, un micro. Non, Ah ouais. Si c'est moi qui gagne, il faut un nouveau micro, parce que là j'ai dû aller chercher mon ancien, qui est très bien ceci dit. Donc voilà, mais c'est gênant d'avoir le micro plus le casque, alors que le micro ici est supposé fonctionner. C'est assez marrant d'ailleurs pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne regardent pas sur YouTube, ils voient pas du tout ce que je fais visuellement. Donc j'en profite pour glisser 2 éléments en fait. Premier élément, on est disponible sur Spotify depuis très longtemps, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Donc ceux qui préfèrent écouter en voiture ou dans le métro et pas devoir utiliser toute la batterie de leur téléphone, on est disponible sur les chaînes de podcast. Et on pensait aussi lancer une chaîne Discord. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'idée. Abonnez-vous, profitez-en pour vous abonner et pour liker la vidéo. Bon, je propose qu'on commence parce qu'il y a 6 combats sur la carte principale. Donc voilà, même si on en a déjà analysé un publiquement et un juste pour les membres, on va pouvoir passer plus rapidement sur ces combats-là. On en a quand même 4 autres à analyser de fond en comble. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si c'est le bon ordre, mais bon. On va commencer par Punahele Soriano contre Dustin Stoltzfus. J'ai fait exprès de commencer par ça, comme ça les mots compliqués étaient passés. Donc, je vais appeler un Puna, je vais appeler l'autre Dustin. Ce sera beaucoup plus facile pendant le podcast. Puna est à 1,32, Dustin est à 3,10. On est un tout petit peu au-dessus du 70-30, ce que moi je trouve logique. Est-ce que toi tu trouves ça logique sur ce combat? Ouais, je trouve ça plutôt logique, ouais. Je pourrais même aller sur un 80-20 pour Soriano. Ouais. Ouais, c'est vrai que alors, moi, il y a 2 éléments. Premier élément, le Dustin, je trouve pas qu'il a le calibre UFC. Je suis d'accord. Sans vouloir manquer de respect, évidemment, respect à tous ceux qui rentrent dans la cage, mais pour moi, il n'a pas le niveau UFC et il n'arrive pas à progresser pour Mhm. l'avoir. Et de l'autre côté, Soriano a un style compliqué pour Dustin, je trouve. Il est Mhm. dur. Alors, c'est bizarre à dire, il est dur à mettre et conserver au sol. On a vu contre Maximov qu'il y avait moyen de le mettre au sol. D'ailleurs, statistiquement, il a été mis 11 fois au sol par Maximov, mais il n'y a pas eu beaucoup de contrôle derrière parce qu'il a de très bons scrambles. Donc, soit il va fort lutter et ça va être difficile de l'amener au sol, soit il va accepter, mais les mises au sol pour scrambler derrière et enfin, rendre la tâche compliquée de le conserver au sol. Et puis debout, il frappe super dur. On sent qu'il Mhm. commence à fatiguer par son intensité, mais sa puissance se traduit même dans la fatigue. Donc, je crois qu'à un moment, il va bien connecter avec Dustin et ça va être difficile pour lui. Je sais pas quelle était ta lecture de ce combat. Ouais, bah écoute, j'ai la même lecture, hein, je vois. En plus, il est gaucher, hein. Il est Ouais, gaucher, il ouais, a ouais. une très très bonne frappe, large sur les appuis, donc je pense qu'il est très puissant. Dustin, je pense qu'il va vraiment manquer de calibre. Je pense que ça va être trop pour lui. Ça va être vraiment trop pour lui. Et non, j'ai cette lecture-là aussi. Ça fait partie de mes mes piquems, tu vois. Hmm. Mm, mm, Ok. mm. Ouais, parce que moi, j'avais aussi noté, pour toi, je l'avais noté, qu'il était gaucher. Je sais à quel point tu aimes bien insister sur garde ouverte ou garde fermée. Et c'est le pur gaucher, tu vois,
Genre, on lui a dit quand t'es en garde ouverte, tu utilises ton côté arrière et il utilise quasi pas son côté avant. Le mec, il envoie que son bras arrière, que sa jambe arrière et avec une sacrée puissance. Hum, hum, hum. Et d'ailleurs, un truc que je voulais souligner aussi par rapport à Soriano, justement contre Nick Maximov, c'est une split. La décision, c'est une split. J'avais beaucoup aimé ce combat parce que c'était typiquement le cas d'école pour les juges, je trouve. Où tu avais un Maximov qui, certes, obtient beaucoup d'amener au sol, Mhm. qui va chercher du contrôle derrière, etc., mais qui n'en fait pas grand-chose. Et au final, Soriano, c'est lui qui a les meilleures touches sur le combat. Et moi, je me positionnais de ceux qui donnaient, au fait, enfin, je me suis positionné du côté du juge qui donnait la victoire à Soriano, de par le fait qu'il avait été impactant, même s'il y avait eu Mhm. très peu de moments debout. C'est là où les moments les plus proches d'une finalisation se sont produits. Et donc, moi, je lui donnais plutôt le vert sur ce combat. Et j'avais apprécié puisque ça a relancé un peu cette discussion des nouveaux critères, des nouveaux critères de scoring, pardon. Donc Ouais, c'est un c'est vrai. combat assez sympa. Enfin, c'était chouette qu'on l'ait eu dans l'histoire du MMA parce que je pense que ça a permis aux juges de pouvoir en discuter. Et ça notifie un peu justement par rapport à ce combat-ci, parce qu'on n'a pas encore parlé de Stolz. C'est un grappleur proactif qui vient sans stratégie, j'ai l'impression. Tu vois, il avance, il boxe pour shooter et travailler à partir du grappling, mais tu vois, c'est ouais, tu sens que sa lutte offensive est pas extraordinaire. Son sol est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus Mhm. incroyable. Tu vois que c'est pas, enfin, tu vois, il vient pas avec des stratégies. Il a voulu lutter contre Meerschaert, ça avait bien fonctionné pour lui, mais tu vas au sol contre Meerschaert, t'as plutôt intérêt à être au moins aussi fort que lui, et c'était pas le cas, donc il s'est fait soumettre à la fin. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que Stolz va avoir du mal à imposer son sol Mhm. et qu'il va se faire connecter debout, quoi, tout simplement. Ah ouais, ouais, je pense, hein, je pense clairement. Je pense qu'il va y avoir aussi une différence physique qui va être assez importante, ouais. Hmm. Et c'est pour ça que je suis plutôt sur un 80-20 et clairement, ouais. Je vois difficilement un scénario où, où Dustin pourrait trouver une ouverture. Après, on est en MMA, bien évidemment, hein, Hmm. mais je vois difficilement un scénario. Par contre, j'étais en train de me dire que j'allais regarder aujourd'hui, puisque j'ai préparé le podcast hier, les Mhm. cotes des résultats plus précis. Et c'est pas encore à jour sur Unibet. Donc moi, pour me positionner sur ce combat, je vais clairement pas juste mettre ma pièce sur Soriano à 1,32. Pour moi, je trouve pas ça si intéressant. Je Mhm. voulais mettre ma pièce sur Soriano par finish. Je voulais voir la cote où elle se situait, mais Elle elle est pas dispo. Non, elle est pas dispo, hein. Moi, j'ai mis 2 unités sur Soriano. La Ok. cote est pas ouf, mais je suis quand même très confiant. Donc je mets 2 unités et je pourrais presque peut-être mettre 3 unités. Hmm. Mais ça, c'est ce que j'avais noté pour l'instant. Ok, bah c'est Je vrai vais qu'avec regarder. deux, tu repars avec 0,64, c'est toujours bon à prendre, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai regardé aussi les cotes sur plus d'un et demi. Donc si ça dépasse la moitié du combat ou moins, je la trouve pas, enfin, ouais, pas suffisamment intéressante, tu vois. Toi, tu vois le combat Euh, perdurer jusqu'à la décision ou tu crois qu'il y aura plutôt un finish tardif? pour être honnête, je vois un 50-50. Bah, comme les cotes de Paris, hein. Je suis capable de voir un finish, mais je suis aussi capable de voir un Stoltzfus. Euh, Dustin. Dustin, oui, mais après, je suis aussi capable de voir un Dustin lutter pour la survie, tu vois. Ouais. Alors peut-être partir sur une défaite parce que le morceau est un peu trop gros, mais avec la manière, tu vois. Hmm. Et on sait très bien qu'un combattant qui est prêt à perdre, mais qui est pas prêt à se faire finaliser, tu vois, eh bien c'est beaucoup plus difficile à obtenir. T'as raison. On en avait déjà discuté, je sais plus dans quel cadre, mais qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui vient pour gagner et quelqu'un qui vient pour survivre. Mhm. Euh, Maintenant, je regarde, Stolfus s'est quand même fait finaliser 3 fois dans sa carrière sur ses 5 défaites. Euh, Ouais, moi j'ai regardé à quoi ressemblent les cotes. Je serais peut-être intéressé par mon classique boost, hein. Je serais peut-être intéressé par mettre, je sais pas moi, 1,5 sur Puna Ouais. et 0,3 sur Puna par finish. Histoire Hmm. d'avoir tu vois, un truc. Si Puna gagne à la décision, je gagne un tout petit peu.
Et s'il gagne par finish, je me mets bien. Cette stratégie fonctionne très très bien depuis le début de notre jeu pour moi. Donc pourquoi m'arrêter là, Hmm. simplement. Donc je vois que tu réfléchis, ça pourrait peut-être te tenter. Bah, c'est vrai que ça pourrait me tenter, mais je pensais que les cotes n'allaient pas sortir. Tu penses qu'elles vont sortir? Elle devrait sortir aujourd'hui, on est jeudi là. Donc, Bah, en je général, réfléchirai. pendant nos podcasts, elles sont déjà sorties. Ici, je Mhm. vois qu'il y a juste Darius contre Tsarouken qui a les codes précises. Donc voilà. Et moi, c'est dommage parce que j'ai pas mal de combats sur lesquels j'attends des cotes un peu plus précises pour me positionner. Donc, bah, j'en profite. Hein. Nous, on met toujours on officialise toujours nos unités par Twitter. Donc, suivez-nous sur Twitter, sur Mhm. Fight Minds, pour voir sur quoi on s'est finalement positionné. Ok, je pense qu'on a fait le tour de ce premier combat. On peut passer à Clay Guida. C'est Guida Oh là là, Chris. Clay Guida, ouais. Les gars, on commence à enregistrer à 7h45. Soyez indulgents. Clay Guida contre... Il est 16h chez moi. Ah oui, ah oui. Bon, toi, t'as pas d'excuses, moi j'en ai une. Si, je suis fatigué, je viens de faire encore des rounds là de sparring. J'ai la Ok. fatigue nerveuse là. Ah oui, d'ailleurs, tout le monde restez connecté parce qu'on va un peu discuter aussi du rôle de Brienne pendant ce voyage au Japon. Donc, Clay Guida contre Joachim Silva. On est à 3,45 du côté de Clay Guida, 1,27 du côté de Joachim Silva. Donc, on se rapproche du 75-25. C'est un peu vétéran contre semi-vétéran. Euh, Hmm. les cotes m'ont l'air de faire sens, mais avec un Joachim Silva, je ne sais pas s'il mérite dans n'importe quel combat d'être à 75 en fait, tout simplement. De par son style Hmm. qui est fort, prise de risque, je pense pas qu'on devrait le faire dépasser 70 en fait, de manière générale. Ouais, je t'avoue que je trouve la cote vraiment très élevée. Mhm. Clay Guida, c'est vraiment le genre de profil. Pour moi, c'est un gatekeeper quoi. Il a un style euh, où il va tout donner, il va rien lâcher jusqu'à la dernière minute, il va être sur toi. Et c'est un style qui se passe quand tu arrives en étant bien préparé. Tu peux le passer si tu arrives bien préparé et tout. Mais par contre, je pense qu'il a mis des bâtons dans les roues à pas mal de combattants sur qui on voyait un bel avenir, tu vois, hein. Ouais. Donc je trouve la cote un peu trop importante. Un petit peu Ouais. trop importante. C'est ça en fait. Guida, bon bah ultra vétéran, expérimenté, qui s'est pas Mhm. spécialement modernisé, je trouve. C'est pas le genre de gars qui est là depuis Non. longtemps et puis qui a fait évoluer son jeu. Comme tu l'as très bien souligné, c'est un chien. Ouais, c'est un mec qui Ah lâche ouais. rien, qui avance, Moi, j'ai écrit là pace fighter qui s'adapte en live. Donc c'est quelqu'un qui Mhm. met un certain rythme et de par son expérience, il sera capable d'un peu s'adapter par rapport à ok, je dois lutter ou je dois pas lutter. Quoi, c'est surtout ça. Mhm. Mais voilà, sur les années récentes, on voit qu'il est clairement dépassé par les combattants avec un style un peu nouveau, les combattants un peu cérébraux, et clairement Ouais. il est sur le déclin. Il a 41 ans et il a un sacré kilométrage. C'est vrai que j'ai pas fait le tour Mhm. d'horizon pour le combat précédent, ce que je fais d'habitude, mais je vais le faire à partir d'ici. Clay Guida, c'est 38 victoires, 23 défaites. C'est énorme. À l'UFC, c'est 18 victoires pour 17 défaites. Mhm. Sur les victoires, 16 soumissions, 5 KO, 16 décisions. Sur les défaites, 2 par TKO ou KO, 11 par soumission, 9 par décision. Donc, il reste difficile à finaliser par KO. Hein. C'est quelqu'un qui Mhm. a plutôt un bon menton. Par contre, il est soumettable, on va dire ça comme ça. Et du côté de Joachim Silva, c'est 12 victoires, 4 défaites. 5 victoires, 4 défaites à l'UFC. Et sur les victoires, on envoie 7 par KO, 3 par soumission, 2 à la décision. Sur les défaites, 3 par KO et 1 à la décision. Comme ça, le tour d'horizon est fait. Mhm. Joachim Silva, tu le décrirais comment, toi, comme combattant? Parce que moi, je le trouve très bizarre. Je vais te dire bizarre. Je sais pas, je pense que c'est un style qui est pas des plus simples ouais, ouais, non, c'est vraiment pas un style des plus simples, quoi. Général, tu vois. Je sais pas comment je pourrais définir, tu vois. Moi, j'ai écrit bizarre parce qu'il vient chaque fois pour des guerres, alors qu'il est surnommé Neto BJJ. Neto BJJ.
Euh, et tu ressens pas dans son jeu que c'est un Jiu-Jitsuka à la base. C'est vrai. Il a fait une compétition de grappling il y a pas longtemps. Il a soumis Neil Magny par une guillotine. Mais dans sa carrière à l'UFC, je vais aller regarder les stats pour pas dire de bêtises. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va beaucoup initier la lutte. Bah voilà, d'ailleurs tu le vois. Takedown average 0,17 avec un accuracy de 50%. Ça veut dire qu'il en réussit 1 sur 2 et qu'il en réussit 0,17 toutes les 15 minutes. Ça veut dire qu'il en a peut-être tenté 2 dans sa carrière. Voilà, c'est ça. Il en a réussi 1. Il a réussi un takedown et il a une précision, enfin un degré de réussite en takedown de 50%. Donc sur tous ses combats à l'UFC, sur ses 9 combats à l'UFC, le mec a tenté que 2 amenés au sol. Alors que son surnom c'est Neto BJJ. Donc tu t'attends quand même à ce qu'il veuille mettre en avant son jiu-jitsu et c'est pas du tout le cas quand tu regardes ses combats. Il vient pour la guerre, peu importe contre qui, même contre Death Striker. Et, et voilà. Alors, l'autre point, j'ai mis parce que c'est important dans ce combat, c'est qu'il a montré qu'il était difficile à lutter. Je pense que Tsarukyan, c'était pas facile pour Tsarukyan de le mettre au sol, de le conserver au sol et de s'imposer au sol. Il l'a mis en difficulté Tsarukyan dans le deuxième round avec son crochet avant. Il a des frappes lourdes, ça on peut pas lui retirer. C'est peut-être pour ça, il est peut-être tombé en arrivant à MMA, peut-être qu'il est tombé amoureux de sa puissance de frappe, comme beaucoup. Hein, on en discute souvent sur le podcast. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, moi ça me fait peur les profils qui tombent amoureux de leur nouvelle force plutôt que rester sur leur basique. Donc voilà, sur ce combat-là, je sais pas trop comment me positionner. Je me suis dit, Joachim par soumission. Il n'en a pas encore à l'UFC. Il a gagné par guillotine contre Neil Magny. Clay Guida, quand il sent en difficulté debout, il va shooter, il va laisser sa nuque ouverte. Sa nuque ouverte, ouais. Joachim Silva, il peut aussi mettre une grosse pêche et dans un scramble aller snatch la guillotine. Peut-être. C'est pour ça j'aurais bien voulu voir la cote. Je me dis si la cote est intéressante, tu partirais là-dessus. Ouais. Si la cote est à, je dirais quoi, il est ultra favori, donc il est favori à 1,27. 1,27, ouais. Si la cote de la victoire par finish est au-dessus de 2,5, je la prends, mais je crois pas que ce sera au-dessus de 2,5. Au-dessus de 2,5, ça m'étonnerait. Hein. Ouais. Mais par contre, si la cote de soumission, qui est quand même relativement précis, si c'est au-dessus de 3, je prends. Bah écoute, moi je vais rester loin de ce pari-là. J'aurais pu partir sur... Dogger Pass. Ouais, sur Guida, parce que je sais pas si Silva va réussir à... S'il va être un petit peu trop confiant, tu vois. Et je comprends que les observateurs se sont dit, ouais, Tsarukyan, ça a été difficile à mettre au sol, c'était quand même bien serré. Guida, c'est quand même pas des KT, 2 niveaux en dessous, enfin même plus. Je peux entendre cet argument-là, mais c'est pas le même jeu que les Guida. Il sautille beaucoup, il va chercher les frappes, et puis il repart dedans. C'est toujours un peu explosif comme ça, et il pourrait créer une sorte de brawl comme ça, de chaos, et je pense que Clay Guida, il pourrait se retrouver à l'aise là-dedans, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et donc c'est pour ça, je vois clairement Silva grand favori, Joachim Silva, mais je suis trop en capacité de voir le scénario partir dans l'autre sens pour me positionner dessus, tu vois. C'est exactement ça. Je pense qu'il n'y a pas de valeur sur 1,27, ni en single, en pari simple, ni même en parlay. C'est pas le genre de combat sur lequel tu as envie de faire un parlay. C'est pour ça, je me dis, j'aurais pu me laisser tenter par quelque chose de plus précis si la cote s'avère intéressante. Et tu sais, si c'est à 3, bah, mettre 0,5, c'est voilà, tu n'as pas grand-chose à perdre et tu n'as pas mal à prendre. Je pense, ouais, tout à fait. Donc on verra quand les codes de Paris sortent. Bah là, en fait, on a passé les 8 heures. On sait jamais que les mises à jour soient à 8 heures du matin. Je vais faire un full refresh de ma page et on va regarder si ça se met à jour. Non, il y a toujours ce petit brin d'espoir comme ça. Ok, passons à la suite. On attaque sur Sean Brady contre Kelvin Gastelum, un combat que j'apprécie beaucoup. Et les codes de Paris qui me donnent raison, hein, les combats où tu vois 1,73 contre 2, ça te donne envie de le regarder. Donc on est sur un 52-48, 53-47. Enfin, on a un Sean Brady qui est légèrement favori. On est très proche du pick-em. Alors moi, je vais commencer simplement par dire, bon, c'est le retour de Gastelum en welterweight. Honnêtement, si Gastelum avait pu prendre sa diète en main
à l'époque où il était en welterweight, je pense qu'il aurait pu avoir la ceinture. J'ai pas peur de le dire. Je crois que quand on regarde son Ah run oui. mais en fait, quand tu regardes son run en welterweight, tu vois quand même, Mm. c'était quoi, une victoire contre Johnny Hendricks à la décision unanime, une Mm. victoire par décision partagée contre Tyron Woodley juste avant que Woodley fasse son run vers le titre, un super beau finish contre Nate Marquardt. Euh, ouais, je pense qu'il avait les armes pour devenir champion en welterweight. C'était quoi, en 2015, quoi, à l'époque Ouais. 2015-2016. Ouais. Quand tu vois qu'il a fait une split contre Tyron Woodley, qui est devenu champion quoi, 2-3 ans après. Ouais, Attends, c'est je vais vrai. regarder. Donc, Tyron Woodley, il a gagné contre Gastelum. Et ben, c'est le combat d'après, en fait, qui prend la ceinture contre Robbie Lawler, tout simplement. Donc, en fait, si la split allait dans le sens de Kelvin Gastelum, il avait son combat contre Robbie Lawler et je Mm. pouvais le voir battre Robbie Lawler pour la ceinture, quoi. Mm, Donc, mm, mm. voilà, je trouve que c'est un très bon welterweight. Ouais, Gastelum, mais écoute, c'est vrai, hein, tout le monde en parle. Hein. Peut-être un très bon welterweight, mais avec des problèmes clairement dans sa préparation, hein, qui pose ouais. question, sa diète, tout quoi. Après, c'est le souci souvent chez des gars qui sont très talentueux, hein. Hmm. On finit toujours à la fin de leur carrière à se dire purée, hein, il aurait fait ci correctement, Ouais, c'est clair, il aurait c'est été clair. champion. Parce que c'était vraiment un trop petit middleweight. Il a réussi à faire des belles perfs en middleweight, Ouais. Il a mais été un peu juste quoi. ouais, Mm. il était juste en termes de gabarit. Et alors, le deuxième point que je voulais souligner par rapport à lui, avant, on disait toujours, on blaguait toujours sur Diego Sanchez par décision partagée. Mais en fait, Kelvin Gastelum, le nombre de décisions partagées qu'il a dans sa carrière et le nombre C'est dingue, hein. de décisions unanimes qui sont serrées. On prend son dernier combat contre Chris Curtis, c'est un super beau combat. C'est une Mhm. décision unanime pour lui, mais clairement, c'était très juste. Euh, Darren Till, c'est une décision partagée. Jacare Souza, c'est une décision partagée. Je suis en train de regarder. Neil Magny, c'est une décision partagée. Tyrone Woodley, c'est une décision Ouais. partagée. Rick Story, c'est une décision partagée. Uriah Hall, c'est une décision partagée. Il Ouais. en a plein quoi dans sa carrière, c'est énorme. Donc, Adesanya, c'est une décision unanime clairement, mais il a exposé un petit peu Hmm. des trous dans le jeu d'Israël Adesanya à ce moment-là aussi, quoi. Hein. Totalement, totalement. Donc c'est Personne vraiment, n'avait exposé. Ouais. Mhm. c'est le genre de mec qui n'a jamais eu cette capacité à prendre les rounds clairement, mais il a Mhm. cette Mhm. capacité à toujours être dedans, tu vois. Très compétitif, ouais. Mhm. C'est extrêmement compliqué. Voilà, tu enlèves en fait. Bon, moi, la défaite qui me fait peur par rapport à ce combat-ci, c'est ça, clairement son heel hook qu'il a pris en 1 minute 18 contre Jack Hermanson et la manière avec laquelle Chris Weidman lui a roulé dessus. Voilà, ça, c'est deux combats qui me font un tout petit peu peur par rapport au profil de Sean Brady. Mais Mhm. à côté de ça, Kelvin Gastelum, c'est vraiment un sacré profil, quoi. Moi, j'aime beaucoup, Ouais. hein. J'aime beaucoup Ouais, le voir ouais. combattre. Et c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler, mais je suis entièrement d'accord. Et ça fait partie des combats qui m'intéressent grandement, quoi. Sean Mhm. Brady, j'ai envie de le revoir parce que suite à cette dernière prestation, ça m'avait un petit peu déçu. Pareil. Enfin, c'est toujours pareil, hein, ouais, c'était Belal Mohamed. Je voyais quand même le combat un peu plus serré, tu vois, contre Belal Mohamed. Et pour moi, il a fait une démonstration, Belal, tu vois. Ouais, c'était incroyable. C'est le C'était... combat parfait face à quelqu'un comme Sean Brady. Par Ouais, rapport aux skills qu'il a, par rapport aux oui, skills par qu'il a. rapport à ça. Donc j'ai envie de voir ce combat-là. J'aimerais bien voir Sean Brady, bah, voir si on l'a surcoté, surévalué ou sinon, non, non, il est vraiment compétitif. Le combat m'intéresse pour les deux. Kelvin Gastelum, eh bien, à voir Bah, si. ouais, donc Kevin, on va vite décrire peut-être les profils Mm, en deux, trois phrases, quoi. Kelvin Castello, moi je le considère comme quelqu'un de très rapide, assez mobile, un peu style escrime comme ça, hein, et comme il est petit, il fait all the way out ou all the way in. Il a vraiment cette mm, mm, capacité à se mettre à une distance qui te force toi aussi, en étant plus grand, à te rapprocher de lui. Et quand tu te rapproches de lui, il se rapproche de toi, comme ça il a une distance où les deux peuvent se toucher. Il a une mhm. bonne lecture là-dessus. Au sol, c'est agréable à voir, hein. Il a des bons scrambles. On a toujours fait la blague, hein, Kelvin Gastelum, il a des très bons Fatman Roll, mais je crois que toi tu utilisais un autre mot pour le Fatman Roll parce que c'était pas ça le nom officiel. Si, t'as Euh, les deux, hein. T'as le Fatman Roll, Peterson Roll aussi. c'est ça, Peterson, voilà. Mm, Euh,
Boxe vraiment décente. Il a une belle vitesse dans les mains. De temps en temps, il peut te surprendre avec un kick. Et voilà, sa lutte défensive est pas extraordinaire en soi. Mais par contre, un peu à l'image de Puna qu'on a analysé avant, c'est difficile de l'amener au sol et d'aller le contrôler derrière, à moins d'être Chris Weidman par exemple. Non, Et c'est alors, vrai. pour Ouais. Sean Brady, moi ce que j'avais noté, c'est son dos. Non, je déconne, mais il a quand même un sacré physique. Ouais. J'avais vu il y a 2-3 ans que c'est lui qui avait le record de VO2 max de tous les athlètes UFC qui étaient passés à l'UFC PI, c'est-à-dire quasi tous les UFC, tous les combattants UFC. C'est Ça, dingue. C'est dingue. ça, ouais, c'est une folie quoi. Sa boxe est décente, mais de type amateur. C'est quelqu'un qui frappe en volume, qui techniquement est pas trop mal, ça s'améliore, mais son but c'est vraiment de mettre sous pression pour pouvoir shooter face à des bons strikers. Et ça, je le souligne. Il shoot Mhm. face à des bons strikers, mais tu vois, par exemple, il n'a pas respecté Jake Matthews. Il a amené au sol qu'une seule fois en tentant une seule amenée au sol, je pense, de tout le combat, parce qu'il se sentait à l'aise debout. Donc, s'il se sent à l'aise debout, il a pas peur de rester debout. Et évidemment, excellentissime grappling, hein, ça c'est clair et net. Ouais, je suis d'accord que Sean Brady, moi je trouve que sa boxe est beaucoup améliorée. J'ai Mhm. un petit peu peur qu'il soit un petit peu trop, il est resté un petit peu, il soit un petit peu trop confiant et Mhm. qu'il en oublie son arme principale, le grappling, tu vois. Ouais. Et C'est en un fait, peu la crainte que j'ai. c'est ça, hein, ce combat, comment j'exprimerais ça? Les cotes sont intéressantes, que ce soit d'un côté ou de Mm, l'autre. En fait, si tu arrives à te dire, OK, je vais me positionner de ce côté-là, ça vaut la peine parce que l'un comme l'autre, c'est intéressant. Mais il y a pas mal de facteurs où tu te poses des questions. À quoi va ressembler Gastelum en revenant en welterweight, en sachant qu'il est monté en middleweight pour son combat contre Tim Kennedy qui remonte à 2016. mm. Donc son dernier combat, c'était contre Johnny Hendricks aussi en 2016, en juillet 2016. Donc, il y a vraiment cette question de à quoi il va ressembler. Et puis il y a aussi cette question de est-ce que Brady va venir avec une stratégie. Et, euh, et donc pour moi c'est ces deux questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir se positionner. De prime abord, j'avais envie de me positionner sur Kelvin Gastelum, Ah oui. mais j'ai vraiment cette crainte qu'un takedown suffise à Brady pour lui faire du sale au sol, quoi. Mm, 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 mm. Écoute, moi je vois plus Brady, mais je trouve que c'est un combat qui est vraiment 50-50. Je pense que, comme tu dis, soit il faut avoir une bonne lecture, se dire, voilà, il va pas être sérieux Gastelum, et donc je vois vraiment Sean Brady, ou alors on a un Gastelum qui se reprend en main et qui pourrait nous faire une belle petite démo, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il aura pas la consistance que peut avoir un Belal Mohamed. Tu vois. Et là, il vient pour gagner, même si le combat est chiant à regarder, les gens s'ennuient, tu vois. Il vient, il est patient, il suit le plan et tout. Et je me rappelle ce combat-là, bah, il y avait pas mal de fans qui étaient un peu déçus de voir Belal Mohamed l'emporter. Et tu te rappelles, on était Ah ouais. super fans du combat. Il y en a plein qui comprenaient pas pourquoi on était fans. Mais moi, je trouvais que enfin, à ce niveau-là, de tenir cette consistance, tu vois, Ouais. d'être prêt à faire ce qu'il a fait, bah, c'est pas rien. Donc, ouais. Donc, j'ai peur que Kelvin Gastelum soit pas en capacité de faire ça. Et notamment avec toutes les décisions un peu Mhm. mitigées comme ça, tu vois. Mm, mm, mm. Ouais, c'est vraiment difficile. Je pense que je vais me positionner sur ce combat, mais j'ai encore besoin de réfléchir. Je crois que j'allais voir, même si ça remonte, je trouve que Gastelum, c'est quelqu'un qui a atteint un bon niveau très tôt dans sa carrière, Mhm. qui continue à le peaufiner, mais pas, enfin voilà, il n'y a pas eu de gros changements. Et je pense que je vais aller regarder ces deux combats d'affilée contre Neil Magny et contre Johnny Hendricks, parce que je vois que Johnny Hendricks, il a un seul takedown réussi sur 5. Par contre, Neil Magny, de l'autre côté, qui le bat à la décision partagée, en a obtenu 6. Et je crois que ces méthodes de défense en lutte de ces combats-là vont m'intéresser par rapport au profil de Sean Brady. Mm. Et ça risque de me permettre de me positionner sur le combat d'un côté comme ou de l'autre. Mais je crois qu'il y a vraiment une valeur. Il y a vraiment une valeur et il faut prendre une décision, quoi. Ok, passons à Rob Font contre Davison Figueiredo. Donc, on l'a déjà analysé. On a Mhm. fait une analyse pour les membres exclusivement. Donc, Mhm. j'en profite pour mettre une petite parenthèse à ce podcast. Vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre.
Et une fois par mois au minimum, on a des vidéos exclusives qu'on vous réserve. Là, notamment, c'était l'analyse de Rob Font contre Figueiredo. On répond aussi de manière exhaustive en priorité à vos commentaires. Et maintenant, voilà, autant au début de la chaîne, non, je répondais à tous les commentaires, autant maintenant c'est juste impossible, sinon je passe ma journée à ça. Et donc, je réponds d'office à tous les commentaires des membres, mais pas à tous. Donc, voilà, c'est un des nombreux avantages à rejoindre la chaîne en tant que membre. Bref, Rob Font contre Devaison Figueiredo. On est à 1,65 pour Rob Font, Figueiredo à 2,10. Ça fait un 55-45 pour le bantamweight qui accueille l'ancien champion flyweight. Et toi, tu étais plutôt d'accord avec ces codes de Paris. Moi, je trouvais que on pouvait avoir une inversion. Ça m'aurait pas choqué d'avoir Figueiredo légèrement favori dans ce combat. Est-ce qu'on se je reste. positionne dessus? Je vais pas me positionner ni sur l'un ni sur l'autre. Je trouve que les codes sont vraiment trop serrés. Et comme on l'a défini, hein, mais il y a vraiment deux scénarios possibles, envisageables. Et il y a un peu trop d'inconnus sur ce combat-là, si ce n'est que les deux sont capables de s'éteindre l'un l'autre, tu vois, ou de gagner l'un l'autre. Bien évidemment, je vois Rob Font légèrement favori, notamment parce qu'il est une KT au-dessus, parce qu'il y aura la question de savoir si Figueiredo aura toujours la même puissance de frappe, une KT au-dessus, face à un profil qui a montré qu'il était capable de survivre à des bons, à des grosses frappes, hein, parce qu'il s'est pris quand même pas mal de knockdowns sur les combats où il a pris des défaites, et était toujours là. Par contre, j'étais intéressé sur la cote plus 2,5, savoir si elle est à la décision ou pas, ou moins de 2,5. Ouais, là, elle est sortie, hein, celle-là. Et donc, pour que ça aille à la décision, c'est à 1,72. Ouais, enfin, ce sera un peu moins intéressant que ça, ou plus intéressant, ce sera un peu plus intéressant que ça y est à la décision quand ça va sortir. Ah bah elle est sortie, hein. Non, parce que là, c'est plus que 2.5 et moins que 2.5 qui est sorti. C'est pas va à son terme. Mais voilà, ça oui, sera d'accord. dans ces eaux-là, quoi. Ça sera dans ces eaux-là. Eh bien, écoute, moi, je pourrais me positionner sur ça, sur une décision. Quand ça va sortir, je regarderai. Mais je vois bien le combat, malgré le fait que ce soit de bons finisseurs, entre guillemets, qui sont quand même relativement très généreux tous les deux. Je vois quand même un combat, c'est 3 rounds, tu vois, c'est 3 rounds, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être super intense, hein, par contre. Ça va être Je super pense que intense. ça va être très intense. Et je vois difficilement Rob Font se faire finaliser, tu vois. Que ce soit par soumission ou par se faire mettre KO. Je vois vraiment difficilement ça. Ouais. Figueiredo, c'est pareil, je le vois pas se faire mettre KO et encore moins se faire soumettre par Rob Font. Donc je vois bien une belle guerre, bien sympathique et une décision qui peut aller d'un côté comme de l'autre aussi. Hein, Ouais, en ouais, parce fonction. que moi, c'est vraiment ça la définition. Je crois que ça va partir en guerre. Je crois que les deux accueillent ça à bras ouverts et ils ont le style qui va faire que ça devrait partir en combat très engagé. Mais voilà, là, je suis en train de regarder. Rob Font, il s'est fait finaliser qu'une seule fois dans sa carrière sur 7 défaites. Hein. Il a 7 défaites. C'est si c'est la décision. Une par soumission. La soumission, c'était contre Pedro Munoz. Ça remonte à 2017. Du côté de Figueiredo, ben lui, forcément, il a que 3 défaites dans sa carrière et c'est 1-1-1. Une fois par TKO par arrêt du médecin entre le 3e et 4e C'était une round coupure, contre Moreno et un étranglement arrière qu'il avait pris contre Moreno. Sinon, c'était une décision contre Formiga. Donc, ouais, tu me tentes en. J'ai du mal en fait. Je pense que comme ce sera en 3 rounds, ils vont peut-être mettre encore plus d'intensité. Et même s'ils sont tous les deux très durables, ils sont aussi tous les deux à même d'être capables de finaliser un adversaire. Donc je crois que je vais rester loin de ce combat. Ouais. Moi, je pense que je me positionnerai sur une décision. Je vais attendre de voir les cotes, mais je pense que ça sera ça. Parce que je pense que même s'ils vont plus intensément, ils seront tous les deux cuits pour réussir à se finaliser l'un ou l'autre, tu vois. Ouais. Donc, je verrais bien des passages un petit peu lents comme ça, tu vois, aussi sur le 2 et 3. Okay. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas pris une décision finale, mais je pense que ça va être ça. 0,5 peut-être.
Parfait. Allez, passons au co-main event qui était supposé être Bobby Green contre Dan Hooker. Dan Hooker s'est blessé. Jalen Turner vient en last minute. Jalen Turner est bon favori dans ce combat, 1,38. Bobby Green est du coup bon underdog à 2,82. C'est un 70-30. Tu as déjà écrit un message dans la conversation Fight Minds ou chez moi en privé, je ne sais plus, où tu semblais dire que Bobby Green te paraissait être une cote très intéressante dans ce combat. Donc je te laisse ouvrir l'analyse de ta pensée. Écoute, ouais, je pense que j'étais assez étonné de la cote, d'avoir un Bobby Green qui est bien préparé, surtout sur un profil striker relativement grand. Ouais. Donc il a pu bien se préparer à ce type de profil. Et de l'autre côté, on a un Jalen Turner qui va avoir, j'imagine, un gros cutting à faire. Ouais, il doit toujours faire des gros cuttings. Ouais, mais là, peut-être encore plus, hein, si c'est pris aux dernières minutes, avec un profil qui est quand même assez étrange, hein, Bobby Green, avec son Philly shell et tout. Et je sais pas, je pense que Jalen Turner, il manque des fois un petit peu de régularité aussi, tu vois. Ouais, gravement. Et sa dernière victoire, c'était le coup de genou sauté, c'est ça? C'est Jalen Turner ou je dis des bêtises? Sa dernière victoire, c'était contre Brad Riddell avec une guillotine à partir de la monte. Je sais plus si ça part d'un genou sauté. Ah, attends, non, je me trompe peut-être alors. Ah non, son dernier combat, c'était contre Dan Hooker. Ah oui, c'est vrai que c'était sacré guerre. Il est sur 2 défaites d'affilée avec 2 splits. Et effectivement, il a raté sa pesée contre Dan Hooker, donc ça prouve qu'il a bien du mal à faire lightweight. Et je suis très, très, très surpris qu'il n'ait pas négocié un catchweight. 1,4 kg qu'il a raté sa pesée, quoi. Ah ouais, je suis ultra surpris qu'il énorme. Qu'il n'y ait pas eu une négociation sur le catchweight, vraiment. Moi, je pense qu'il va rater la pesée déjà. Si on peut mettre une pièce dessus, je le fais, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Écoute, ce combat-là, et puis j'avais noté aussi que là, sur les cotes qui étaient partis, c'était moins de la moitié du combat qui était à 2,40, tu vois. Tu crois que ça va aller vite? Je pense. Je pense que ça peut aller vite. C'est un combat, j'ai du mal à le voir aller à la décision. En gros, on va avoir quand même une sacrée opposition de style. Et de gabarit. Et de gabarit, et je pense que soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Ouais. Je vois pas trop une guerre avec... tu vois, contre Dan Hooker, on avait un peu des profils relativement similaires, tu vois, qui pouvaient avoir du répondant l'un l'autre. Mateusz Gamrot, on avait une opposition de style, mais tu vois, vraiment pas sur les dimensions du combat. Moi, ma difficulté dans ce combat, tu vois, c'est la question que je me posais, c'est est-ce que Bobby Green va devoir jouer la carte de sa lutte qui est souvent sous-estimée, parce que en termes de gabarit, c'est quand même une sacrée différence, quoi. Il mesure 1m78, Jalen c'est 1m91, donc c'était sur 13 cm de différence. Et en termes d'allonge, Jalen c'est 1m92 pour 1m80, donc ouais, c'est 12 cm d'allonge de différence, 13 cm en taille de différence. Bobby Green, c'est pas spécialement quelqu'un qui bosse en pression, donc pour canaliser cette différence de taille et rentrer dans le range, ça risque d'être compliqué pour lui. Donc, je me dis, il doit potentiellement venir le lutter, et s'il le fait, je peux vraiment voir un chemin vers la victoire pour lui, quoi. Ouais, moi je reste un petit peu loin de ce pari-là, mais je t'avoue que j'étais intéressé sur un pari pour... je trouvais que la cote était vraiment, vraiment haute, et j'aurais pu mettre une pièce sur Bobby Green, tu vois. Mais de l'autre côté, j'ai du mal aussi à le voir gérer cette allonge avec son Philly shell, avec un jeu qui manque un peu de mobilité. Ouais. Et je le verrais bien se prendre un gros genou dans la tête, tu vois, à un moment donné, quoi. Donc, et puis c'est ça le truc avec Bobby Green, je trouve, c'est un jeu footiste dans la cage, dans le sens où
il va pas faire les ajustements ou il va pas venir avec la stratégie. Tu vois, lui, il vient pour se battre. Et je me rappelle lui aussi, d'ailleurs, il a une séquence de combat avec beaucoup de splits ou beaucoup de décisions unanimes sur lesquelles il a râlé. Mais c'est parce qu'il manquait de cette proactivité dans le combat. Et ça lui fait défaut. Je pense aussi que dans un combat, il s'estime trop fort, tu vois. Enfin, il pense qu'il fait mieux que ce qu'il fait réellement. Et donc c'est pour ça, sur ce combat contre Bobby Green, je suis pas méga fan de l'idée de devoir de mettre sur lui. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attendre de voir l'état de Jalen Turner à la pesée, tu vois. S'il réussit la pesée et qu'il ressemble à un zombie, je pourrais me laisser tenter par la cote de Bobby Green, vraiment. Si Jalen Turner rate la pesée, là c'est clair que à la limite c'est plus intéressant de partir sur un combo avec Jalen Turner et quelqu'un d'autre, par exemple. Ouais, je te rejoins pas mal là-dessus. En tout cas, ça, au-delà des, c'est ça qui est fou, c'est qu'au-delà des paris, on est un petit peu genre, c'est quand même bien équilibré, un peu hésitant. Par contre, clairement, les combats, j'ai vraiment, vraiment hâte de les voir parce que cette carte-là, il y a plein de gros underdogs qui sont pas, ne me semblent pas être des gros underdogs, tu vois. Ouais, je Je suis vois d'accord. clairement des espaces dans la victoire. T'as envie de faire que du dog or pass, tu vois. Genre, allez, on mise que sur les gars qui sont underdog parce que c'est pas si évident que ça, quoi. Ouais, en fait, tu pourrais te dire, je mets 0,25 sur tous les underdogs de la carte et c'est tout, en te disant, ben, s'il y en a 2 sur 4 qui gagnent, tu t'en sors vainqueur au final, je pense. Il faudrait faire le calcul, mais comme la quasi-totalité des underdogs, c'est à 30%, 25%, ce genre de truc, hormis le combat entre Brady et Gastelum, où t'as pas vraiment un underdog sur les cotes de Paris, tu pourrais dire, ok, ben, je mets sur les 5 gros underdogs, et là, Mm, pour peu qu'il y en ait 2 qui gagnent, tu gagnes même mm, quasi mm, mm. beaucoup, on va dire. Donc ça, ouais, ça peut être une Ouais. vision. Ça peut être une vision. Bah voilà, mais c'est pas celle que je vais adopter. Ok, bah écoute, main event, juste avant le main event, petit call to action évidemment, hein, donc ça fait depuis le début qu'on discute en collaboration avec notre partenaire unibet.fr, donc on a un lien en description qui, à l'inscription, vous offre un free bet jusqu'à 100 euros. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre sur ce genre de jeu, faites-le de manière récréative s'il vous plaît, mettez pas des sommes astronomiques, ne faites pas ça dans le but de devenir riche, faites-le juste pour vous rendre plus passionné par votre sport, vous poussez un peu plus dans l'analyse et la recherche et de vous rendre peut-être un peu plus engagé dans les combats que vous regardez. Ok, on passe à Benil Dariush contre Arman Tsarukyan. Benil Dariush 3.15, Arman Tsarukyan 1.31. On est entre le 70-30 et le 75-25. On a déjà fait une analyse de quasi 1 heure, je pense, ou 45 minutes sur le combat. Ça remonte à la semaine passée. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est pas très compliqué à retrouver sur la chaîne. Donc ici, on va pouvoir se plonger directement. Je crois qu'on avait tous les deux dit que c'était intéressant comme cote d'aller chercher Benil Dariush. Est-ce qu'on est toujours sur cette position-là? Oui, toujours, mais elles sont encore creusées les cotes ou j'hallucine? Il Je y a de sais, l'argent qui est rentré sur Tsaroukian encore, j'ai l'impression, non? je t'avoue que j'ai l'impression que quand on a fait le podcast, Dariush était peut-être juste à 3. Et maintenant, il est Ouais, à j'ai l'impression 3,15. aussi. Donc ça, J'ai c'est vraiment peut-être... l'impression aussi. Écoute, moi je vais mettre, pour moi c'est complètement injustifié. Même si je vois quand même Tsaroukian favori, hein, mais pas à ce point-là, quoi, pas à ce point-là. Et, et encore une fois, hein, c'est jamais un manque de respect, mais je vois Tsaroukian l'emporter, mais je pense que les cotes devraient être beaucoup plus hautes. Et parce que des cotes aussi importantes que ça veut dire quoi? Il gagne, c'est normal, tu vois? C'est un gros Ouais, client qu'il a en face, Armand, hein. C'est ah bah, à pas c'est mort. c'est pas un snook qui débarque, donc moi je vais mettre 0,5 sur Dariush. Mm. C'est un synchrone. Dariush, ça reste quand même, enfin voilà, je pense que sa dernière défaite, je pense elle va quand même lui peser un peu sur la tête et il aura prouvé des choses, tu vois. Ouais. Et Je crois que c'est ce genre de profil, hein, Dariush. C'est le genre de gars qui va revenir très fort d'une défaite. hmm, alors Et alors, j'entends bien les arguments de l'âge,
moi j'ai un autre argument. J'ai l'impression c'est pas un combattant de championnat dans le sens où il est là, il combat, c'est cool, mais j'ai jamais entendu dire ouais, je vais être champion, tu vois. Hmm. Euh, mais par contre, je pense que c'est un gars qui a pas envie de reperdre, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Donc, info, John de notre équipe a mis 2 unités sur Darius, donc lui, il a une bonne Ah ouais. confiance dessus. Donc, si ça passe, il va probablement prendre la première place du classement. Ah ouais, deux. Donc, alors clairement, la dernière victoire de Arman Saroukian, en plus, ça me met pas spécialement en confiance pour Armand. Je suis entièrement d'accord. On a vu ce que ça donne quand il a du mal à amener au sol et qu'il se la joue un peu debout. Darius est typiquement capable de mettre le même crochet comment il s'appelle, que Joachim Silva et d'aller l'éteindre par derrière. Mm. Moi, le contre-argument pour Darius, c'est le 5 rounds. On l'a jamais vu sur 5 rounds et comme je le disais, il fatigue très vite dans un combat. Il est très performant dans la fatigue, mais face à un Tsaroukian, ça risque aussi Mm. de ne pas passer. Et donc, je regardais et ça m'ennuie, tu vois. Je vois combat qui va à son terme, 2.20. Je me dis, OK, ça peut vraiment durer parce que l'un comme l'autre est difficile à finaliser. Mais moi, je vois bien le finish sur le 4e ou 5e round, tu vois. Je vois bien un truc comme ça. Donc, je pourrais me laisser tenter par mettre, tu vois, un petit 0,5 sur round 4 ou round 5 parce que je vois que les codes sont à 9 et 12. Ah ouais. Mm, mm. Ou bien sur le plus de 3.5, on a 1,70. Je sais pas, il faut que je réfléchisse là-dessus, mais je vais aussi me positionner sur Darius parce que avec une cote pareille, je peux pas, enfin, on peut pas passer à côté de ça. En fait, tu fais ce combat 3 fois. Il y a au moins une des 3 fois que Bunny Hill va gagner. Et comme la cote est à 3.15, ben, tu t'en sors vainqueur, en fait, avec cette logique. Donc, pour moi, ça prouve que la cote est intéressante. Donc, je crois que je vais mettre une unité, moi, sur Darius. Et je vais voir si je complète avec quelque chose par rapport à la durée du combat. Ça, je sais pas encore, mais je crois que je vais me laisser tenter par voilà, un combat qui commence au moins le 4e round. Ah, qui commence le 4e round. Ouais, je pense que ça va aller jusqu'au 4e round, mais je suis pas certain que ça ira jusqu'à la décision. Mm. Soit ça se finit au 4, soit au 5, soit ça va à la décision. Pour moi, je ferme pas la porte à un finish rapide, hein, C'est toujours vraiment pareil, pas. hein. Mm. Mais pour moi, la probabilité que ça dure est plutôt élevée. Écoute, moi pour l'instant, je pense que je resterai sur un truc simple là-dessus. Encore une fois, hein, c'est un combat qui m'intéresse vraiment très très fort, même si c'est pas, à part Arman Saroukian qui a sûrement un peu plus une sorte de fanbase un peu plus important sur Ouais. qui il est. Mais moi, c'est un combat, j'ai super hâte de le voir, j'ai vraiment hâte de le voir parce que je trouve qu'il y a plein d'inconnus. Euh, et j'ai envie de savoir, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner Darius sur 5 rounds, ce que ça va donner suite à une défaite, ce que va donner Arman Saroukian suite à cette dernière victoire qui était pas si nette que ça, tu vois. Et puis, Mhm. puis il est jeune, quels ajustements il va faire? Est-ce qu'il va arriver encore plus affamé? Ou est-ce qu'il va se dire, oh, de toute façon, lui, je vais le bouffer, il va manquer un petit peu de gaz, tu vois? Je sais pas, hein. Ouais, il y a de la spéculation comme d'habitude et c'est ça aussi qui rend Ouais, le bah combat oui. intéressant. Ah Et comme ouais, tu si l'as tu dit, connais déjà la fin. je pense que allez, l'argument final de cette carte, c'est que effectivement, il y a pas mal de gros favoris, gros underdogs. Hmm. Mais moi, je pense qu'aucun résultat n'est joué d'avance et c'est ça qui Ah m'intéresse beaucoup non, 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 non. sur cette carte. Est-ce que les favoris vont confirmer leur statut ou est-ce qu'on va avoir une série de surprises? Et en plus de ça, au-delà du fait que voilà, ce sont des combats où ça peut partir dans les deux sens, il y a vraiment de la compétence, quoi. Il y a vraiment de Ouais, la compétence, il y a des enjeux, peut-être à part pour Guida et Joachim Silva qui sont tous les deux vers la fin de carrière. Pour le reste, il y a pas mal d'enjeux dans tous les combats. ouais. Euh, donc ouais, intéressant. Moi, je suis hype. Je suis hype. Ok. Sur cette carte, ouais, clairement. Sportivement parlant, ça va être génial et ça va être vraiment cool. Je pense qu'il va falloir bien s'accrocher au siège et j'espère qu'il y aura pas, tu vois, ce qu'on a pu avoir des trucs à la noix, genre des hypocs ou des blessures et on n'a pas de réponse, tu vois. Ouais. Ce qui peut toujours arriver, hein. Mais Don't jinx it. C'est quoi en français? On va pas jinxer ça. Ouais.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je me lèverai pas pour regarder la carte. Je serai déjà levé. Bâtard, Je serai en bâtard. train de prendre mon goûter. Mon goûter, petite tartine, peut-être chocolatée dans du lait, un truc comme ça. Pendant que vous serez au café, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, du coup, on pourra faire un récap immédiat après cette fight card. Ouais. Et exceptionnellement, je pense que bah, on va probablement faire un récap général de tous les combats plutôt que de se Je concentrer pense. uniquement sur le combat principal. Ok, les amis, merci à tous d'avoir suivi jusque-là. Merci à unibet.fr de nous sponsoriser et pour la confiance. C'est vraiment un partenariat qui nous permet de bien nous développer. Tout le monde, à très vite. Brian, profite bien au Japon. Ciao, ciao. Ciao, ciao.